Militaire, homme de terrain, ancien membre du service action de la DGSE, il a été otage en Libye et a vécu des heures sombres enfermé dans les geôles d'une Katiba, un camp islamiste. Il a survécu et a promis de témoigner de ce qu'il a vécu. C'est fait à travers cet ouvrage, Pris en otage, un agent du service action raconte. C'est aux éditions de Mareuil et c'est en vente sur le site tvl.fr sur la boutique de TV Liberté. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour venir témoigner de cet ouvrage coup de poing, Pris en otage. Vous avez eu plusieurs vies, vous avez failli perdre la vie, bien évidemment, et si l'on doit tout d'abord vous définir, le terme est sans nul doute, de mon point de vue, militaire, un homme de terrain. Toute ma vie, j'ai choisi le danger, le combat, c'est signé. Oui, c'est moi. J'ai choisi ça et je crois que j'ai été élevé comme ça puisque mon père j'ai commencé à faire mes classes vers 6 ans à la Martinique, puisque mon père était militaire, sous-officier troupe de marine. Il avait été aussi mirariste, il est en photo dans le livre d'ailleurs. Et j'ai fait mon premier parcours du combattant, j'avais 6 ans, je me suis cassé le bras, c'était la Martinique. J'ai tiré au fusil assis sur le stand de tir à 7-8 ans, pareil, j'ai été militaire toute ma vie, je pense que je resterai militaire toute ma vie. Donc c'est de bonne signification. Et vous avez parlé de marine, vous avez un brillant parcours au sein tout d'abord du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, oui, en Afrique, au Moyen-Orient. Mais pourtant, vous allez vouloir rejoindre, 12 ans ou 13 ans plus tard quand même, mais rejoindre le service action de la DGSE. Pourquoi ce choix-là ? Alors, pour une raison particulière, c'est un peu le service action de la DGSE, pour tout homme d'action, tout militaire d'action, quel que soit le régiment, parachutiste ou non parachutiste, c'est vraiment le Graal. Et après, c'est un état d'esprit. J'étais dans un régiment, le 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, le glorieux régiment qui avait été commandé par Bijard. Mais c'est un régiment très discipliné, très cadré, où pas une tête dépasse, tout le monde est... Il faut vraiment un esprit particulier pour être dans ces régiments-là. Moi, j'étais très bien dans ce régiment, j'ai eu mes heures de gloire dans ce régiment, j'ai fait beaucoup de stages dans ce régiment, j'ai vraiment apprécié, c'est là où j'ai été construit militairement, mais j'avais pas cet esprit de discipline, j'avais besoin de non conventionnel, j'avais besoin d'unités spéciales ou bien d'unités clandestines comme la DGSE, et mes chefs me l'ont souvent dit, on s'appelait par nos noms de famille, donc dans ces régiments, ils me disaient « Martinet, t'es pas fait pour ce régiment, même si t'es très bon, puisque j'ai toujours terminé dans les majors de tous les stages que j'ai pu faire. » Il m'a dit « Toi, ton esprit, c'est plutôt force spéciale ou service action de la DGSE. » Et à l'époque, dans les années 85, après les Rainbow Warriors, il y a un livre excellent qui est sorti dans les années 86-96, qui s'appelait 86-87, qui s'appelle toujours Mission Oxygène, de Patrick Dumort-Nevers, qui raconte sa mission, mais qui raconte aussi son parcours au sein du service action de la DGSE. Et j'ai pris ce livre, je l'ai acheté un soir. J'étais chef de poste à la caserne de la Périne à Carcassonne. J'ai lu ce livre dans la nuit. Et quand j'ai refermé ce livre, j'ai dit j'irai au service action de la DGSE. Et j'ai tout fait pour aller au service action de la DGSE. Oui, je comprends bien, parce que Pierre Martinet me dit j'étais militaire, je reste militaire. Néanmoins, psychologiquement, c'est totalement différent. Là, vous avez choisi une unité militaire qui va instituer le secret. La clandestinité. La clandestinité, oui. L'espionnage. Absolument. On est, administrativement, nous restons militaires. Cependant, intellectuellement, psychologiquement, on nous démilitarise pour devenir des lambda, des touristes, ou bien des hommes d'affaires, ou bien des marchands, et des chefs d'entreprise, pour aller espionner, pour aller monter des dossiers actions essentiellement sur des islamistes à l'époque. Moi, j'étais dans une cellule qui faisait essentiellement du renseignement pour éliminer des gens. Donc, on montait des dossiers pour potentiellement éliminer à l'époque, c'était les balbutiements d'Al-Qaïda, c'était les GIA, marocains, algériens. On a travaillé essentiellement à Londres, Bruxelles, Suisse, beaucoup en Suède aussi. Et on travaillait essentiellement sur les GIA. C'était l'époque du Londonistan, de l'Afghanistan. Il y avait des filières. Donc on surveillait des islamistes et potentiellement derrière, il y avait des dossiers, il y avait des ordres pour les éliminer ou pas les éliminer. Alors vous dites qu'au sein de cette unité militaire secrète, qui est le service action au sein de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, vous avez, vous dites, nous sommes démilitarisés. Or pourtant, on est impressionné par la préparation physique pour rejoindre le groupe, qui est une préparation militaire très dure. À l'intérieur, on reste des militaires, on reste physiquement, intellectuellement, psychologiquement
formés et comme des hommes d'action, on reste militaire, mais à l'extérieur, on essaye d'être totalement, pour passer inaperçu, des civils. Les cheveux sont longs, hein, pas comme maintenant, mais les cheveux sont longs. Certains portaient des barbes, d'autres avaient des cheveux longs, d'autres avaient... Donc on ressemblait à tous, sauf à des hommes du service action de la DGSE. Cependant, on avait une formation physique, notamment chez les nageurs de combat, à Perpignan, chez les forces spéciales clandestines de la DGSE, un petit peu moins à Sercotte. Mais le sport fait partie de l'ADN de tous ces organismes-là, que ce soit des forces spéciales ou bien les unités clandestines de la DGSE, parce que grâce à ça, on arrive à rester, comment dirais-je, on arrive à rester conscient et vigilant dans certaines situations, grâce à l'entraînement qu'on peut avoir au quotidien. On a parlé de secret à l'instant, ça impose la forme d'anonymat. Vous allez devenir Florent? Oui, au quotidien. Au quotidien. C'est finalement Florent qu'on va appeler, finalement, au fur et à mesure, Pierre Martinet va disparaître pour devenir Florent. Pour des raisons de sécurité. En fait, on reprend les traditions du BCRA, hein, c'est le bureau qui avait été créé à Londres par De Gaulle au moment de la France libre, qui était à Londres. Donc ils avaient créé ce bureau d'enseignement, de recherche et d'action pour faire du renseignement et commettre des actions en France. Pour démarquer la vie privée de la vie professionnelle, on enlevait toute la vie privée, tout le nom, tout ce qu'il y avait, tout le passé, on l'enlevait. Et au quotidien, on avait des pseudos. Donc au quotidien, je m'appelais Florent. Ça, c'était au centre à Sercotte. Mais quand je partais en mission, j'avais une autre identité avec une vraie fausse identité, passeport, permis de conduire, carte bleue, etc., etc. Là, je m'appelais Vincent Saden maintenant, je peux le dire, ça fait 20 ans. Et donc, on avait cette fameuse fausse identité. On allait dans un service à Paris, on mettait toute notre vraie vie sur le bureau, papier, montre, alliance pour certains, et on avait une petite boîte avec toute notre fausse vie. Hop, on mettait notre nouvelle montre, machin, et avec les clés de notre faux appartement qu'on avait à Paris, qui était réel, mais qui était sous une fausse identité, et hop, on devenait notre personne. Cette fameuse schizophrénie qu'on pouvait avoir. Alors cette schizophrénie, elle est quand même assez forte parce que finalement, vous donnez tout, montre, portefeuille, mais la bague, pas trop, parce que votre épouse, elle fait la même chose que vous, le même métier, et elle est en mission comme vous, et vous imposez finalement au service action un statut de couple qui est rarissime pour eux. Alors à l'époque, c'était très rare. Il y en avait. D'ailleurs, j'ai pas pu rentrer tout de suite moi au service parce qu'il voulait pas de couple. Le patron de Sercotte à l'époque ne voulait pas de couple, donc on a attendu qu'il parte. Et le suivant, ça ne lui posait pas de problème. Donc après, j'ai passé les tests, le cursus, comme tout le monde. On était, à cette période-là, il n'y avait que 2 couples actifs, 2 couples opérationnels. C'était, je peux dire, Arsène et Sophie, et puis Florent et Cécilia, quoi. Florent et Cécilia. Ce métier, avant d'être un mythe, c'est d'abord un sacerdoce. Agent, c'est comme sportif de haut niveau, la carrière est courte. Un sacerdoce, dites-vous, c'est quand même pas une religion, si? Si, c'est une religion, et je pense qu'on ne quitte jamais cette religion. C'est vraiment... tous ceux qui sont passés dans ce genre d'organisme restent marqués à vie, et on garde cette culture, on garde cette philosophie, et même dans le privé, on reste comme ça. Moi, je suis toujours le même qu'il y a 20 ans. Alors, vos missions pour la DGSE, vous le dites, elles ont été conditionnées, vous dites, par la concentration, par la capacité d'évaluer, l'évaluation, les automatismes aussi. Et c'est des aptitudes qui vont être d'un grand secours quand vous allez être pris en otage. On va parler de ça. Quand vous allez être pris en otage en Libye, on est en mars 2011, vous recevez une mission d'espionnage, finalement, privée. Oui, privé. En Libye, à la demande d'un frère d'armes qui s'appelle Pierre Marziali et qui dirige une SMP, la Socopex. Une SMP, qu'est-ce que c'est, très précisément? Alors, c'est une appellation américaine, hein, que les Américains n'ont aucun problème pour ça. Ils appellent leurs sociétés privées, c'est des sociétés privées, militaires privées. En France, il n'y en avait pas. Donc, Pierre Marziali a créé sa première société, la première société et l'unique société militaire privée en France. Il a appelé Secopex. Et il voulait avoir à peu près les mêmes missions que les sociétés militaires privées de cette période. Pardon, je pense à Blackwater et d'autres sociétés qu'il y avait à cette époque-là. C'était la Deuxième Guerre en Irak, l'Afghanistan, etc., etc. Donc en 2003, il a commencé à basculer, il allait quitter l'armée, après plusieurs années de bon lieu au service, il a fait plus de 30 ans. Donc il a créé cette société. Cette société, il a eu beaucoup de difficultés à développer cette société en France. Et de fil en aiguille, il s'est tourné vers un client américain
je ne connais pas exactement la teneur de leur rencontre, mais cette société avait d'anciens chefs contre-terrorisme de la CIA, gravité dans ce domaine américain entre le privé et l'État. Et petit à petit, il a été amené à faire des missions de renseignement pour cette société. Mais ce qu'il y a de plus banal, hein, ou d'acheter une compagnie de taxi à... Et vous êtes à ce moment-là en rupture avec le service action? Ah, j'étais déjà à la retraite. Vous êtes à la retraite, vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Absolument, en 2002. La retraite à quel âge? 38 ans. 38 ans. 18, 38, 20 ans. À 38 ans, j'ai eu l'opportunité de partir travailler dans le civil. Et ensuite, j'ai été dans une structure privée où j'étais directeur technique. Je travaillais à la restructuration de plusieurs services. Je passais mon temps devant des tableaux Excel, j'en avais marre. Et j'ai repris contact avec Pierre Marziali et d'autres, mais surtout Pierre Marziali, au moment des printemps arabes, parce que je me doutais qu'il y avait besoin de nos compétences dans ces pays-là. Et en mars, début de la guerre en Libye, je l'ai appelé, il m'a dit « Écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi, je reviens vers toi assez rapidement. » Et fin mars, il me téléphone, il me dit « Est-ce que tu es capable d'aller proposer nos services au CNT, au Conseil national de transition qui avait les rebelles, les révolutionnaires libyens à cette période ?» Je lui dis, écoute, ça doit être possible. Donc là, il me dit, bon, on va se parler par téléphone, parce que j'ai d'autres choses à te demander. Et je suis allé à Carcassonne, et c'est là qu'il me dit, écoute, voilà, officiellement, on va aller proposer nos services de formation et d'accompagnement à ce Conseil national de transition. Mais officieusement, j'ai besoin d'avoir du renseignement sur place pour mon client américain. C'est là qu'il me révèle son client américain, sans me donner le nom, bien évidemment, parce qu'on reste cloisonné. Donc je suis incapable de dire qui était physiquement son client, mais de fil en aiguille, il est arrivé à me dire que le client final était l'État américain par le biais de la CIA. Et en fait, ce que veulent les Américains, c'est tout simplement voir les liens de la CNT avec les djihadistes, avec les islamistes. Ça, c'était très rapide. Alors que la CNT est, à ce moment-là, quand même l'interlocuteur du président de la République en France. Mais ils savaient aussi, les Français, que derrière le CNT, c'était la charia qui allait s'imposer. Non, vous ne dites pas que Nicolas Sarkozy savait que son interlocuteur à l'Élysée était derrière. Bien sûr que oui, il savait, tout le monde le sait. Derrière toutes les révolutions, il y a eu quoi derrière toutes les révolutions? Au pouvoir, il y a eu les frères musulmans en Égypte, Enarda en Tunisie. La première action du Conseil national de transition, c'était de rétablir la charia en Libye. Et par ricochet, ça a déstabilisé toute... Mais là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc oui, tout le monde le sait. Tout le monde est conscient du projet islamiste qu'il y avait derrière ces révolutions dans le Maghreb. Donc Pierre avait cette mission de renseignement avec beaucoup de matériel, hein, des téléphones... Red Cloud, capteur qui pouvait aller capter des adresses IP, des mails, etc., etc., avec beaucoup de matériel, avec beaucoup de moyens. J'avais une autre mission, c'était de louer une maison, une très grande maison. Elle faisait à peu près 400 mètres carrés, sur plusieurs étages. On la voit dans le livre, la maison. De façon à pouvoir recevoir clandestinement certaines unités ou certaines personnes qui seraient de passage. Le principe d'une maison sûre, hein, qui soit discrètement et qui puisse sortir la nuit ou à d'autres périodes. Et donc tout ça, c'était financé par son client américain. Donc oui, j'ai dit que c'était possible. On a travaillé là-dessus. Et je suis allé on a recruté 2 personnes et je suis parti avec lui. Et l'ambiguïté, ou la difficulté, c'est que le CNT va très vite penser, non pas que vous travaillez pour la France ou pour les Américains en l'occurrence, mais que vous travaillez pour Kadhafi. Absolument. Directement. Oui. D'où l'idée de vous prendre en otage dans des conditions qui sont dramatiques, puisque bien évidemment votre camarade Pierre est assassiné sous vos yeux. Absolument, il est assassiné à côté de moi, mais comment dirais-je, je ne sais pas si l'intention du... Alors, à cette période-là, il y avait la partie politique des révolutionnaires et la partie militaire des révolutionnaires, donc avec ces fameuses katibas islamistes du 17 février et autres, et la partie plus politique, hein, qui était séparée à Benghazi. Alors, je pense que la partie politique voulait nous expulser, mais la partie militaire voulait nous éliminer. Et ils ont été en conflit avec à un moment donné sur cette décision à prendre, et c'est quand même la partie armée qui a pris la main et qui nous a enlevés un soir. Et ils ont tué Pierre Marziali, à côté de moi, dans une rue sombre de Benghazi. Ensuite, ils nous ont jetés comme je le raconte dans le livre, ils nous ont jetés dans des véhicules attachés, cagoulés, enfin, avec des chèches sur les yeux,
pour nous amener dans une ancienne caserne désaffectée qui était leur état-major. Vous allez être pris en otage avec 3 de vos camarades, oui. Que vous n'allez pas, pendant l'internement, voir, ou quasiment pas. Jamais vu, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Vous arrivez à dialoguer avec une fois, hein, ouais. Avec un seul d'entre eux. Vous êtes par contre avec plusieurs autres prisonniers, oui, 3 autres prisonniers, et les conditions de détention sont, pour le moins qu'on puisse dire, précaires, parce que quand même, à chaque moment, ils vous font penser, ils vous font croire, ou ils ont l'idée qu'ils vont vous tuer. Alors moi, dès le premier soir, c'était ce qu'ils m'avaient dit, hein, qu'ils allaient... Déjà, quand ils tuent Pierre Marziali, moi je pense que c'est une exécution. Je me suis dit, bon voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc j'ai fermé les yeux et j'avoue que j'attendais d'être tué. Enfin, et je revois encore l'inscription en arabe sur le pick-up ou sur les véhicules qui nous avaient enlevés. Donc... chaque jour, comme ils avaient tué Pierre Marziali, chaque jour, ils me disaient c'est toi le chef maintenant, et donc c'est toi qui va mourir à présent. Donc chaque jour, je pensais qu'ils allaient me tuer. Jusqu'au dernier moment, je pensais qu'ils allaient me tuer. Jusqu'à le déplacement entre Benghazi et la frontière égyptienne, je pensais que j'allais être tué. Il y a le moment où... alors, vous les appelez par des surnoms, les criminels qui vous ont kidnappé. Il y a Maigrelet, il y a Omar Sharif, etc. C'est un moyen pour vous Oui, de m'échapper un petit peu. Il y avait le cagoulé, il y avait il y en a un, j'ai jamais vu sa tête. J'ai juste vu ses yeux, il était cagoulé tout le temps. Par rapport aux autres qui n'étaient pas cagoulés, à chaque fois qu'il m'interrogeait, il était cagoulé. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, je l'ai appelé le cagoulé, le Maigrelet qui me tapait dessus. Il y avait Omar Sharif qui ressemblait à Omar Sharif qui m'avait dit, qui m'avait interrogé. Celui-là, paraît-il, qui grenouille de temps en temps en France. Donc ils sont toujours un petit peu dans cette sphère. Et je pense qu'un jour, on se rencontrera. C'est-à-dire qu'à chaque instant, j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui apparaît dans le livre et qui est impressionnant, c'est que vous craignez pour votre vie et celle de vos camarades, bien évidemment, même si vous n'avez pas de nouvelles, à chaque instant. Premièrement, parce qu'il y a un moment donné, ils vous mettent un browning sur la tempe, donc à ce moment-là, on pense que c'est vraiment fini. Alors moi, je pensais qu'ils avaient été tués le premier soir. Parce que le premier soir, mes camarades, je pensais qu'ils avaient été tués le premier soir parce que, avant de m'interroger, ils m'ont jeté dans la cellule. J'entendais crier, j'entendais tirer. J'ai bien reconnu aussi la voix d'Éric, je crois, qui a subi un interrogatoire bien musclé avant moi. Et j'étais persuadé qu'ils étaient morts. Donc quand il m'amène face à ce mec cagoulé qui était au fond du couloir, dans une petite pièce. Dans mon idée, je suis le dernier, en fait. Les autres ont été tués, et je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est là que ça va se passer. C'est pour ça que l'échange a été musclé. Ils m'ont demandé de me donner le nom du réseau de Tripoli, de mes contacts à Tripoli, de savoir où... Ils m'ont demandé où on avait caché les armes aussi. Ben, je n'avais pas de réponse à leur donner, parce que je ne connaissais pas le réseau de Tripoli, qui existait, hein, puisque Pierre Marziali a monté un réseau à Tripoli également, et je ne connaissais pas la cache pour les armes, parce qu'on n'avait pas d'armes. Donc, je me suis dit, bon, on va y passer la nuit, ça va être violent, et j'aurais pas de réponse à leur donner. Donc, à un moment donné, j'ai stoppé, et j'ai dit, bah, vas-y, tu peux me tuer. C'est là qu'on a eu cet échange assez violent entre lui et moi, et j'ai su qu'il allait pas me tuer, parce que j'ai réussi à lui faire baisser les yeux en le regardant fixement pendant cet interrogatoire violent, quoi. Des privations, bien sûr, des vexations. Ouais. Ouais. Torture aussi, pour un de vos camarades aussi. Oui. Ah, mais oui, ils ont subi. Moi, je pense, Fred, souvent, il m'en parle. Il s'est retrouvé dans une pièce vide, comme ça, à genoux, torse nu. On lui jetait des seaux d'eau sur le dos et sur le torse, et puis on lui met, clac, le browning sur la tempe. Donc oui, il y a eu beaucoup de... À Eric, on lui a mis les électrodes un peu partout sur le corps pour le torturer à l'électricité. Mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. En revanche, ils le faisaient aux autres. C'est là qu'il y avait... Ils remplacent un régime totalitaire par un régime encore plus totalitaire, quoi. Donc, oui, ils ont torturé autant que Kadhafi. Il faut arrêter de penser qu'ils ne torturaient pas, ils tuaient, ils torturaient, ils faisaient disparaître, pareil que Kadhafi. Et vous êtes dans une pièce, dans une cellule avec d'autres personnes, trois autres personnes. Et comment ça se passe clairement? Vous êtes resté combien de jours?
On est resté 10 jours, 11 jours. 11 jours. Ouais. Pendant 11 jours, est-ce qu'il se crée un lien? Pas du tout. Moi, on a eu des conversations assez lunaires sur l'islam, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas français, hein, précisons bien. C'était 3 Libyens. Il y avait 3 Libyens, hein. Un policier, à peu près l'équivalent du FBI à Benghazi, un ingénieur en informatique, et il y avait l'équivalent d'un policier, un police mobile, l'équivalent CRS ou gendarme mobile de France. Donc on leur reproche les liens avec le pouvoir. Voilà, tous avec des liens avec Kadhafi. Par exemple, l'informaticien a été arrêté avec un téléphone satellite et il avait un oncle qui était colonel de l'armée de Kadhafi et qui était toujours en poste à Tripoli. Parce qu'à cette période-là, Tripoli n'était pas tombé encore. Donc lui, ils l'ont torturé à l'électricité, il m'a montré ses mains, ses poignets, il m'a montré ses chevilles. Il m'a dit, il faut surtout que si tu arrives à partir, dis bien que derrière le régime, ça sera encore pire qu'avec Kadhafi. C'est bien les islamistes, ils nous torturent, ils veulent nous tuer. Je pense qu'il est mort, hein. Je ne pense pas qu'il ait été libéré. Je pense, hein. Après, j'ai aucune... celui du FBI, pareil, il était soupçonné d'avoir torturé pour Kadhafi, etc. En fait, vous savez, ça s'inverse, mais ça continue, en fait. On change de pouvoir, mais on continue exactement la même chose. Vous allez vous échapper de ce calvaire, de cet enfer. Pierre Maraziali sera le seul mort français, finalement, oui. De la révolution libyenne. Oui. On est aussi surpris comment dire ça poliment, du peu d'entrain des autorités françaises à vous aider. C'est le service minimum, y compris dans le comportement. Alors, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Oui, alors, quand j'ai vu le représentant de l'État français, M. Sivan, j'étais heureux de voir des gens du GIGN, c'était que je connaissais, pas personnellement, mais je connaissais bien cet organisme pour avoir fait pas mal de trucs avec eux. Je me suis dit, c'est bon, on est sorti d'affaires. Mais quand j'ai parlé, les premiers mots de Sivan, c'était, on n'est pas sorti d'affaires. Il m'a dit, moi, je ne suis pas là pour ça, vous me mettez dans l'embarras. Ou dans la merde, je crois qu'il m'a dit. Mais je pense qu'il a dit dans l'embarras. Je vais voir ce que je peux faire pour vous, mais je pense que vous êtes là pour longtemps parce qu'il y a une enquête en cours. Ils ont des preuves que vous êtes des espions de Kadhafi. Vous allez rester, je pense, si l'enquête démarre, vous allez rester très longtemps dans les geôles libyennes. Est-ce que vous avez un numéro à me donner? Donc j'ai donné un numéro et malheureusement, je ne me suis trompé de numéro à cette période. Et ensuite, on n'a plus de nouvelles. Donc on ne savait pas s'il y avait eu des tractations en cours, on ne savait pas ce qui se passait. Jusqu'à la veille de notre expulsion. Alors je ne peux pas dire que l'État français n'a rien fait pour nous, parce qu'on est ressortis quand même vivants, mais personne ne nous a obligés à aller là-bas, donc je vais pas charger l'État français, puisqu'il nous a quand même sortis. Il nous a payé l'hôtel Ibis à l'aéroport de... C'est sympa. Oui, c'est sympa. Avec le petit-déj. J'y avais le petit-déj, je crois. Oui, il y avait le petit-déj. Bon, on a payé nos billets d'avion, mais ce qui est normal, encore une fois. Mais l'État français a joué un jeu quand même, a joué avec le feu à cette période avec les islamistes, et on a vu ce que ça a donné, puisque intervenir pour stopper les colonnes de chars libyens dans les faubourgs de Benghazi, je dis OK, mais ce qui s'est passé derrière, je dis non, parce qu'ils ont le résultat aujourd'hui, c'est que c'est les islamistes un peu partout au Sahel, c'est le Sahélistan, c'est une déstabilisation totale de cette zone. La Libye n'existe plus. Et ils veulent faire un parallèle avec la libération de la France par aucun rapport, en fait. Et je pense que c'était une erreur monumentale de continuer. Vous en êtes sorti. Aujourd'hui, vous dirigez votre société Wincorp Security Défense. Vous êtes resté en lien avec la DGSE, que vous avez quittée en 2002. Vous êtes resté en lien parce qu'il y a une phrase dans le livre qui m'a fait quand même tiquer. Vous dites « En vérité, on ne quitte jamais le service action, on est tatoué pour la vie ». On est donc espion pour la vie, espion un jour, espion toujours. Intellectuellement, oui. Intellectuellement, on est marqué à vie, je pense. Ce n'est pas une réponse, M. Martinet. Moi, la réponse, c'est ce que vous êtes encore. Ah non, je ne suis plus je ne fais plus partie de la DGSE depuis... On ne quitte jamais le service action. On ne quitte jamais. Non, intellectuellement, je quitte jamais. Je le quitterai jamais. Mais depuis que j'ai sorti... Alors, moi, je vais vous dire... Je n'ai jamais révélé ça, mais avant de sortir mon premier livre, en 2005, j'étais ce qu'on peut dire un honorable correspondant. J'ai travaillé un peu pour la DGSE. J'ai été traité par un ancien de ma promotion qui avait besoin de renseignements particuliers parce que j'étais en contact et j'avais dans certains pays. Donc oui, effectivement, à cette période, je donnais quelques renseignements à cet ami-là qui était officier traitant, qui était encore en service et qui me demandait des choses. Quand j'ai sorti mon premier livre, j'ai quitté totalement le service action physiquement.
En revanche, je n'ai jamais quitté le service action intellectuellement. Ça m'embête pour ma prochaine question, parce que ma prochaine question, c'était est-ce que vous aviez des renseignements sur la présence du service action de la DGSE en Ukraine actuellement? Parce qu'on nous donne le nombre. Est-ce que déjà vous le confirmez? Vous pensez que c'est une des missions normales de la DGSE ou c'est anormal? Alors, c'est des missions normales du service action de la DGSE dans toute guerre conventionnelle ou non conventionnelle, légale ou non légale. J'en parle dans mon livre. On a formé, par exemple, des Palestiniens, des services palestiniens. On a été, pendant la guerre du Kosovo, on a formé des gens de l'Outcheka. Donc, on va former des guérillas. C'est le principe de tous les services action américains. Tous les services action font ça. Il y a une guerre ou une guerre civile, il y a un camp A, un camp B. On va prendre parti, ou on aide les deux. Après, on voit où tombe le bâton et on est du côté de celui qui est le plus intéressant pour les intérêts du pays qu'on représente. Ça vous paraît normal ou est-ce que c'est une application un peu plus importante de la France en Ukraine? On a officiellement l'idée qu'on envoie des armes en Ukraine. On envoie aussi des hommes alors? Je pense que le service action est présent sur le terrain. Je n'ai aucune information, je n'ai jamais demandé, même si je peux rencontrer encore des personnes qui sont en activité. Ça a été révélé par un de vos confrères récemment. Cependant, il n'y a rien d'étonnant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on donne le nombre exact. Il aurait peut-être aussi donné la localisation, mais c'est le job de tous les services secrets. Même chose, vous dites que les insurgés libyens que vous avez rencontrés, qui vous ont kidnappés, mais ils étaient noyautés par les islamistes, ça on l'a bien compris, oui. et directement soutenus par le Qatar. Oui, j'ai vu passer des camions qataris. On a vu passer, justement, j'ai essayé de le prouver. J'ai pris pas mal de photos. J'ai pris beaucoup de photos même. J'ai pris beaucoup de photos qui prouvaient que derrière, il y avait l'islam politique qui était à la manette. J'ai pris beaucoup de photos. Évidemment, j'ai plus rien, puisque je suis reparti juste avec ma vie, quoi, seulement. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que j'avais quand même pas mal de billes. Je vous dis ça parce que là, il va y avoir la Coupe du Monde de football au Qatar. Je me dis que ça doit être peut-être difficile pour vous. Ah oui, mais pas que la Coupe du Monde, hein, c'est difficile pour moi, parce qu'on ne peut pas... Comment voulez-vous lutter contre le terrorisme islamiste et pactiser avec l'idéologie islamiste? Parce que l'idéologie islamiste, aujourd'hui, est répandue sur la planète par deux pays. Le Qatar, frères musulmans, le wahhabisme, l'Arabie saoudite. Mais ces deux pays ont des intérêts économiques, donc on s'assoit un peu sur notre côté idéologique et on privilégie le côté économique. Mais c'est jouer avec le diable. Allez, deux dernières questions rapidement. Je vous cite. Vous vouliez être Ivanhoe, Robin des Bois, John Wayne dans Le Jour le plus long, le capitaine Willard dans Apocalypse Now. Vous vouliez voir du pays, vous castagniez, défendre un drapeau et une cause largement au-dessus de votre compréhension. Est-ce que vous avez été exaucé? Vous connaissez la chanson de Jacques Brel, La Quête, l'inaccessible étoile? Ben voilà, c'est pas encore exaucé, je cherche encore. Telle est votre quête alors? Ouais. Suivre l'étoile, parfait. Et suivre Saint-Michel. Là aussi, sur Saint-Michel, vous avez des mots passionnants. Vous dites Saint-Michel, bon, c'est patron des paras aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est celui qui dirige nos combats intérieurs et extérieurs. Oui. Vous avez eu des moments de doute que vous racontez d'ailleurs avec beaucoup de pudeur dans cet ouvrage. Saint-Michel, il est à vos côtés. Quand Saint-Michel, on veut le déboulonner, est-ce qu'il est à vos côtés et le reste? En revanche, nous, on reste à côté de Saint-Michel et si on pouvait aider à ce qu'il reste en place, on le ferait, quoi. Saint-Michel, donc, à vos côtés. Toujours. Merci beaucoup, Pierre Martinet, d'être venu présenter cet ouvrage que je vous conseille vraiment. Vous découvrirez aussi, bien sûr, le service action, les rôles de la DGSE, les missions, etc. C'est passionnant. Un agent au service action raconte, et c'est aux éditions Mareuil et sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Merci. Merci à vous.